Bonjour à tous, c'est Cric. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur François Bayrou, qui est rentré au gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe. Édouard Philippe ayant été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, actuel président de la République française. Emmanuel Macron ayant été élu au second tour des élections présidentielles 2017, précisément le 7 mai. Donc le gouvernement d'Édouard Philippe a quelque chose comme 10 ou 15 jours, hein, ça doit bien faire 15 jours maintenant que le gouvernement d'Édouard Philippe est en place. Et nous avons vu l'entrée de François Bayrou comme ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, prise de fonction effective au 17 mai 2017, soit il y a 13 jours. Alors, pourquoi s'intéresser à François Bayrou comme ministre de la Justice? François Bayrou a rejoint la campagne d'Emmanuel Macron et du mouvement, on va dire, En Marche, République En Marche, parce qu'il ne voulait pas soutenir François Fillon qui avait, paraît-il, l'appui des puissance d'argent. Voilà ce qu'avait dit François Bayrou. Là, je reprends, donc vous voyez un article du Point, article donc paru le 8 février 2017, dont la source est l'AFP, on va dire, c'est sur le journal Le Point. Pour Bayrou, Fillon est sous l'influence des puissances d'argent. Le président du MoDem a indiqué qu'il saurait prendre ses responsabilités face à une menace sur la démocratie, sans dire s'il sera lui-même candidat. Oui, voilà, donc le président du MoDem, François Bayrou, a accusé François Fillon d'être sous l'influence des puissances d'argent, faisant un pas supplémentaire vers une potentielle candidature à la présidentielle. Ça, donc c'était en février 2017. Entre-temps, Bayrou a soutenu Emmanuel Macron. Bon, alors quand on lit les déclarations à l'encontre, par exemple, de François Fillon, c'est assez croustillant. Alors il dit « Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions à la présidence de la République n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. » Alors moi je vais vous dire c'est pas vrai, hein, c'est un gros mensonge ce que dit Bayrou, c'est pas le premier, hein, je veux dire, candidat à avoir été sous l'influence des puissances d'argent. On peut même penser aussi à Emmanuel Macron, hein, qu'il a soutenu, hein. Bayrou a soutenu Emmanuel Macron, c'est quand même fandard de voir Bayrou expliquer que jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions à la présidence de la République n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. Laissez-moi rigoler. J'ai souhaité des rassemblements, dit-il. Ce que je vois aujourd'hui est une menace telle sur la démocratie que je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités. Quel homme courageux. A donc affirmé le président du MoDem, qui réserve toujours sa décision quant à une possible candidature à l'Élysée. La semaine dernière, il a déclaré qu'il la dévoilerait à la mi-février. On a vu qu'il avait soutenu Emmanuel Macron, qui évidemment n'est pas l'homme de la finance, selon lui, hein, qui n'a rien à voir avec tout ça, qui n'a rien à voir avec les scandales Alstom, le scandale de l'aéroport Toulouse-Blagnac, et tout un tas d'autres choses assez importantes.
Voilà, et alors donc Bayrou parlait d'atteinte à la décence. Je vois venir des choses, dit-il, qui sont tellement lourdes que je prendrai mes responsabilités. De très grandes sociétés multinationales, dit-il, se paient des hommes politiques, appointent, donnent de l'argent à des hommes politiques pour qu'ils les aident à ouvrir des portes, à se servir de leurs relations pour leurs intérêts, a accusé le maire de Pau, citant ce qui a été annoncé hier par François Fillon lui-même et sa société de conseil, et les sommes incroyables, nanana, nananer. Et alors il ajoute, la responsabilité politique est une responsabilité qui, normalement, doit être mise à l'abri des intérêts, a-t-il souligné. Donc bref, François Bayrou se montre en chevalier blanc, en chevalier de l'anticorruption. Et vous pouvez me dire qu'effectivement, maintenant, en tant que ministre de la Justice du gouvernement Édouard Philippe et donc du président Macron, nous avons un homme anticorruption à la tête du ministère de la Justice et que c'est merveilleux. Et ben moi, je vous dirais qu'il n'en est rien. Voilà, il n'en est rien du tout. Et pour ça, je vais vous montrer tout simplement les liens qu'a entretenu François Bayrou. Alors, liens supposés, mais qui visiblement ont quand même fait l'objet de l'écriture d'un livre, de plusieurs articles et de témoignages qui sont quand même sacrément sourcés. François Bayrou lui-même a eu recours à des affaires d'emploi fictifs. Et quand il dénonce tout simplement une atteinte à la décence, par exemple, de François Fillon, et tous les problèmes d'emploi fictif, c'est pas le seul, hein. Vous savez qu'actuellement à République en Marche, il y a la candidature de monsieur Richard Ferrand qui est pris dans des affaires du même tonneau, hein. Ces gens-là aient donné des leçons, encore très récemment, sur la République irréprochable dans les médias. Ces gens-là sont vraiment des tartuffes complets. Alors, bon, je vais passer à la lecture d'un article sur Bayrou. Alors ça, c'est un article d'Atlantico, publié le 1er mars 2017, mis à jour le 3 mars 2017, et qui s'intitule « Emploi fictif au modem, les grandes lignes de l'affaire qui agitent les réseaux sociaux ». La problématique étant la suivante, le modem aurait-il employé ses assistants parlementaires européens au siège parisien du parti ? C'est ce qu'affirmait Corinne Lepage dans un livre paru en 2015. Corinne Lepage, qui, je veux pas dire de bêtises, a soutenu au final, je crois, Emmanuel Macron, donc au final, elle accuse quelqu'un qui va se retrouver ministre de la Justice dans le même mouvement politique qu'elle, c'est amusant. Donc, cette fameuse Corinne Lepage accusait le modem d'emploi fictif. Et précisément sur des histoires encore de parlementaires européens. Voilà. Les caméras de télévision ne se sont pas braquées sur le modem et sur François Bayrou, parce qu'évidemment, ce dernier soutenait Macron. Voilà l'idée, en fait. Maintenant que l'écologiste Corinne Lepage se retrouve dans la même équipe que les membres du parti de François Bayrou, force est de constater que ces accusations passées sont beaucoup plus gênantes pour Emmanuel Macron et ses nouveaux soutiens. Bon, lavez votre linge sale en famille. Alors, bon, l'article est pas trop long, donc je vais vous le lire. La redécouverte de quelques lignes oubliées a provoqué une avalanche de réactions dans la matinée du 28 février. Sur Twitter, un court extrait du livre de Corinne Lepage, intitulé « Les mains sales », comme c'est beau, publié en 2015. Donc, des extraits sont partagés par des centaines de personnes sur Twitter. Son contenu a de quoi faire bondir de nombreux soutiens de François Fillon et de Marine Le Pen. Tous les deux mis en cause dans des affaires d'emploi fictif, vous l'avez remarqué à l'occasion de la présidentielle 2017. Donc, à savoir Marine Le Pen et François Fillon. Alors, tous les deux mis en cause dans des affaires d'emploi fictif à l'Assemblée nationale pour l'un et au Parlement européen pour l'autre. Évoquant son éloignement du modem qu'elle avait fondé avec François Bayrou en 2008, Corinne Lepage, présidente de LRC Cap 21, il dénonçait un étrange manège au sein du parti de François Bayrou. Donc c'est quand même un livre qui est sourcé par quelqu'un qui a bien connu François Bayrou, parce qu'ils ont cofondé un parti ensemble. C'est quand même intéressant.
Une pétition a même été lancée en ligne, comptant le 28 février au soir près de 1000 signataires, et demandant que le parquet se saisisse du dossier. L'affaire, qui ne date donc pas d'hier, est loin d'être anodine, surtout quand on sait que Corinne Lepage, puis François Bayrou et la majorité de ses équipes du MoDem se retrouvent depuis peu au sein de La République En Marche d'Emmanuel Macron, et donc à la recherche d'un potentiel, si vous voulez, alors ça c'est moi qui le rajoute, d'une majorité à l'Assemblée nationale, hein, parce qu'entre-temps, l'article a été écrit il y a déjà quelques temps, les présidentielles ont été entre-temps remportées par Macron. Voilà. Alors là, c'est une citation de Corinne Lepage. Lorsque j'ai été élu au Parlement européen en 2009, le MoDem avait exigé de moi qu'un de mes assistants parlementaires travaille au siège parisien. J'ai refusé en indiquant que cela me paraissait d'une part contraire aux règles européennes et d'autre part illégal. Le MoDem n'a pas osé insister, mais mes collègues ont été contraints de satisfaire cette exigence, donc les collègues du MoDem, qui est également présent au Parlement européen et qui avaient des attachés parlementaires dans le cadre de l'Union européenne, et qui les ont utilisés pour la permanence du MoDem à Paris. Ainsi, durant 5 ans, la secrétaire particulière de François Bayrou a été payée. Donc là, il ne s'agit pas de Corinne Lepage, il s'agit de la vraie secrétaire particulière de François Bayrou. Donc, la secrétaire particulière de François Bayrou a été payée par l'enveloppe d'assistance parlementaire de Marielle de Sarnez sur des fonds européens. Et ça, c'est donc dans le livre de Corinne Lepage. Le livre qui s'intitule « Les mains sales, je vous le rappelle ». Contactée pour connaître son avis, Corinne Lepage a indiqué ne pas vouloir faire de commentaires, parce que le journaliste a essayé de la contacter. Corinne Lepage s'est contentée de rappeler que le livre Les mains sales, qu'elle a donc écrit, a reçu le prix du livre politique du barreau de Paris en 2015. Le barreau de Paris, je vous le rappelle, c'est l'institution qui gère les avocats d'un barreau. Donc c'est un prix pour un livre politique, effectivement, mais un grand prix décerné par le barreau de Paris et donc par des avocats. C'est donc intéressant, c'est fiable, c'est pas un livre écrit par une énième cruche, voilà ce que ça veut dire. Là je précise que je ne suis pas misogyne, mais que ce n'est donc pas un livre écrit par une cruche ou par un idiot, voilà ce que je voulais dire. Donc Corinne Lepage est parfaitement fondée à écrire un livre sur le sujet, et son livre est certainement, on va dire, intéressant, même si ce n'est pas mon bord politique. Donc l'affaire est effectivement sérieuse, et même si on en trouve des traces dans les médias, ça ne prend pas l'ampleur que ça devrait prendre, notamment, on va dire, dans les JT, journaux télévisés, qui, vous le savez, fabriquent le consentement des populations, leur indiquent comment voter d'une certaine façon, en les influençant et en relayant des sondages et des événements, on va dire, sondagés et statistiques. Si la plupart des députés MoDem de l'époque n'ont pas répondu à nos appels, Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem, a en revanche tenu à s'exprimer. Voilà Marielle de Sarnez qui s'exprime. Tout ce que Corinne Lepage a dit est faux. D'accord. C'est étonnant de voir ressurgir cette affaire en 2017 et indiquant l'avoir déjà commenté en 2015 dans un communiqué, que nous avons, donc ça c'est le journaliste qui dit ça, que nous avons par ailleurs cherché sans succès. Pour elle, il s'agirait d'une rumeur aux motifs troubles. Ce qui est intéressant, dit-elle, c'est de voir que tout cela semble venir d'un milieu composé de soutien de François Fillon. Je n'ai jamais vu ça, c'est le degré zéro de la politique. Donc ça, c'est la déclaration de Marielle de Sarnez. Bon, le problème, c'est que c'est bel et bien Corinne Lepage qui en parlait à l'origine et qui font partie du même parti. Bon, très drôle. Jean-François Kahn, ancien rédacteur en chef de Marianne et ancien élu MoDem, avant de se désister en 2009, dit ne pas avoir eu connaissance ni de tels agissements, ni d'une telle demande de la part de la formation centriste. Il exprime d'ailleurs son étonnement. Lors de ses différentes rencontres avec les parlementaires européens du MoDem, ceux-ci étaient bel et bien accompagnés d'assistants et donc non
consacré aux activités nationales du parti. Faut-il encore rappeler qu'il est prévu pour les députés européens une enveloppe de 21 209 € à répartir entre 3 assistants au maximum par élu, mais les assistants étant censés travailler dans le cadre de l'Union européenne et non pas de travailler à la permanence d'un parti politique à Paris. Voilà. Nicolas Hervieux, juriste en droit public et européen, affirme que si l'affaire était avérée, il s'agirait de fait d'un cas en tout point similaire à celui qui touche Marine Le Pen aujourd'hui. Et bon, ça ressemble aussi aux affaires Fillon d'une certaine façon. Alors là, pour en revenir au Front National, comme pour la présidente du Front National, l'affaire serait entre les mains de l'Office européen de la lutte contre la fraude, qui a le pouvoir, donc cet Office européen de la lutte contre la fraude, a le pouvoir de sanctionner financièrement et disciplinairement, mais non pas pénalement. Passer au pénal demanderait des éléments plus précis, par exemple l'usage de faux, et serait alors du ressort du parquet national financier, le fameux PNF, également impliqué dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs des membres de la famille Fillon. Les retrouvailles des anciens fondateurs du MoDem sous la bannière d'En Marche pourraient être plus compliquées que prévu. Le vent de fraîcheur que souhaite insuffler le mouvement d'Emmanuel Macron résistera-t-il aux vieilles rancœurs ? Le mouvement de l'ancien ministre, contacté lui aussi, n'a pas souhaité réagir. Bon. Alors voilà pour cet article d'Atlantico. Je mettrai le lien en description sous la vidéo, bien évidemment. Et maintenant, je vais vous passer en fait au témoignage tout simplement de quelqu'un qui lui avait un emploi fictif au sein du MoDem. Et c'est donc le témoignage de Nicolas Grégoire, qui connaît bien ça de l'intérieur et qui a fait un témoignage absolument hallucinant, donc ce fameux Nicolas Grégoire, et qui a été censuré d'une manière absolument épouvantable par la presse, les journaux, donc la presse en ligne, les médias audiovisuels et télévisuels, et c'est un scandale. Et cela montre bien que nous vivons dans une république bananière, et que le ministre de la Justice actuel est aux manettes pour ensuite diriger la justice, ce qui vous montrera que la République n'a pas les mains propres. Alors je vais donc basculer sur l'autre article. Alors bon, là je vais vous lire donc un article court d'Observatoire de la corruption.org, emploi fictif UDF, Nicolas Grégoire. Alors donc article court pour vous présenter rapidement, on va dire qui est le fameux Nicolas Grégoire, pour ensuite basculer sur un autre article. On va faire les choses bien proprement, vous voyez. Fictif, emploi fictif, 2 ans à l'UDF payé par la République. Parcours dans les bas-fonds de la politique française. Alors voici une carte d'attaché parlementaire de l'Assemblée nationale, Monsieur Grégoire Nicolas, collaborateur du député Monsieur Guélec, R1 02 04 97, donc 1997, je pense. La carte a été délivrée le 2 avril 97 peut-être, je ne sais pas. Je suis pas très bon. Voilà. Alors, début avril, alors ça c'est un article qui date du 6 mai 2017, donc est quand même récent. Début avril, le journaliste et communicant Nicolas Grégoire a été à l'origine d'un buzz retentissant sur la toile, à la suite de ses révélations sur les emplois fictifs qu'il dit avoir occupés à la fin des années 90 au profit de l'ancienne UDF. Donc ça ne concerne pas le MoDem, mais l'UDF, mais il faut savoir qu'au MoDem, vous avez en fait des cadres de l'UDF, quand même. Et que les personnalités publiques impliquées dans le MoDem devraient pouvoir rendre des comptes sur leurs emplois fictifs dans le passé. Il n'y a pas prescription. Et que ça ne leur donne en tout cas aucunement le droit tout simplement de donner des leçons de morale aux autres partis politiques et de jouer l'opération main propre et d'expliquer qu'on va être des gens irréprochables et qu'on va devenir ministre de la Justice pour lutter contre la corruption. Voilà. Donc, ce fameux Nicolas Grégoire dit avoir occupé à la fin des années 90, au profit de l'ancienne UDF, un emploi d'assistant parlementaire. Donc voilà, ça c'était début avril 2017 qu'il y a eu cet article. Un mois plus tard, à savoir en mai 2017, Nicolas Grégoire constate qu'au contraire des médias alternatifs, les médias classiques ont refusé de s'emparer du sujet.
Une omerta qu'il estime liée à leur volonté de protéger Emmanuel Macron à travers François Bayrou. François Bayrou, qui était ancien président de l'UDF et actuel soutien du candidat Emmanuel Macron, qui n'est plus candidat mais évidemment président, mais qui a donc nommé un gouvernement dans lequel le fameux François Bayrou est ministre de la Justice. On croit rêver. Bon, alors là, donc des questions d'observatoire de la corruption adressées à Nicolas Grégoire, parce que c'est un entretien, assez court d'ailleurs. Observatoire de la corruption, 2 points. Nicolas Grégoire, pouvez-vous résumer l'affaire pour les internautes qui n'en auraient pas encore connaissance? Nicolas Grégoire, d'avril 1996 à octobre 1997, soit plus d'1 an, donc 1 an et demi, j'ai occupé 2 emplois fictifs pour l'UDF de François Bayrou, en étant officiellement l'assistant du député Guélec et du sénateur Ayest, je ne sais pas comment on prononce. J'étais rémunéré sur leur crédit collaborateur, mais j'ai en tout et pour tout travaillé 3 heures pour aider Guélec à l'Assemblée nationale à trier du courrier. En réalité, j'assurais la rédaction du journal. Guélec, il était, je crois, député européen, pas député à l'Assemblée nationale française. En réalité, j'assurais la rédaction du journal de l'UDF sous l'autorité de François Bayrou, directeur de la publication. Donc Nicolas Grégoire travaillait 3 heures simplement pour le député européen Guélec. Si j'ai bien compris. Alors, observatoire de la corruption. Dans votre nouvel article, vous constatez qu'1 mois après vos révélations, les médias traditionnels ont refusé de s'emparer du sujet, ce qui pose la question de la différence de traitement avec les différentes affaires Fillon. Diriez-vous que les médias ont voulu protéger François Bayrou en tant que soutien d'Emmanuel Macron? Réponse de Nicolas Grégoire. Oui, il s'agit selon moi d'une volonté d'épargner Emmanuel Macron à travers François Bayrou. J'ai apporté des preuves de mes dires disponibles sur un dossier Google Drive. Voilà. Que les journalistes pouvaient vérifier et qu'ils ont consulté, comme m'en ont informé les accusés de réception à mes messages. À première vue, j'ai été éberlué qu'ils n'en parlent pas. Puis j'ai fini par penser que le Canard enchaîné Mediapart, très actif dans les Penelope Gate et ses suites, dont je rappelle à titre personnel que le Canard enchaîné ou je crois même Mediapart se sont vus voire effacer des dettes vis-à-vis de l'administration fiscale à l'époque où Macron et les différents secrétaires d'État étaient en poste. Donc, Canard enchaîné et Mediapart, très actifs dans le Penelope Gate et ses suites, ont tout simplement choisi leur candidat, à savoir Emmanuel Macron, et le protéger en enterrant une affaire concernant l'un de ses soutiens les plus importants. Mediapart a d'abord refusé de publier mon article, prétextant vouloir faire sa propre enquête pour vérifier mes affirmations. Mediapart a fini par poster une simple brève avec quelques extraits. Quant au Canard enchaîné, il n'a tout simplement pas donné suite. Pire, Mediapart a invité 2 semaines après mon premier article François Bayrou sur le sujet du financement de la vie politique, Monsieur Bayrou étant considéré comme un modèle de moralité publique. Bien entendu, l'affaire n'a pas été évoquée lors de l'interview. Si cela ne dédouane pas François Fillon de ses propres responsabilités, il faut reconnaître qu'il a eu raison sur un point. Il y a bel et bien eu 2 poids, 2 mesures. Observateur de la corruption, nouvelle question. Dans votre second article, vous déclarez avoir été espionné et même cambriolé à la suite de vos premières révélations. Ne craignez-vous pas que ces propos puissent être assimilés à des théories du complot, d'un vague conspirationniste et ainsi conduire nombre d'observateurs à jeter le bébé de vos révélations avec l'eau du bain de vos allégations? Réponse de Nicolas Grégoire. Pourquoi avoir parlé de l'espionnage que j'ai subi depuis mes révélations? Point d'interrogation. D'abord parce que c'est la vérité. En termes de hiérarchisation des éléments d'information, je devais en parler, car cela donne tout son poids aux révélations initiales. J'estime que cela est lié aux élections, à une volonté politique de retarder les révélations. Il y a une volonté politique certaine de protéger Emmanuel Macron, donc volonté venant du sommet de l'État, et sur ce point également. Donc ça veut dire qu'en fait, vous voyez, François Hollande et son équipe protègent Emmanuel Macron candidat, et bloquent les révélations
tout simplement en téléphonant à la presse, en disant aux gens, bah, écoutez, vous avez des subventions, hein, des avis d'imposition, des subventions de la presse, on vous sucre vos subventions. Alors c'est illégal de faire ça, hein, moi je le dis, c'est illégal, mais il y a moyen de pression sur la presse, parce que la presse est dépendante des revenus publicitaires, mais elle est également dépendante très largement des subventions publiques. Tout ça est loin d'être clair. C'est pas du tout clair. Voilà, donc Nicolas Grégoire estime qu'il y a des pressions venant du sommet de l'État pour protéger le candidat Emmanuel Macron. François Fillon avait raison de dire que l'Élysée et Matignon ont eux aussi choisi leur candidat. La chose la plus importante dans ce témoignage, c'est la sincérité. Mon témoignage sur l'espionnage que j'ai subi ne peut pas empêcher de parler des emplois fictifs de l'UDF. Voilà, donc c'est la fin de ce petit article sur Observatoire de la corruption. Voilà. Donc du 6 mai 2017. Et maintenant, je vais passer à un journal un peu plus connu ou à quelque chose d'un peu plus connu. Non, en fait, c'est pas quelque chose de plus connu. Ça s'appelle Medium Corporation. Bon, alors, c'est marqué US, là. Medium.com. Bon, c'est tout simplement une espèce de blog, quelque chose comme ça, de Nicolas Grégoire, où là, il donne de plus amples détails. Alors, l'article doit durer un certain temps, mais il y a des captures d'écran, vous voyez. Captures d'écran à l'époque, des choses qui ont été un peu cachées. Donc, je vais vous le lire. Je pense que ça peut vous intéresser, hein. Tac, tac. Bon, ouais, on va lire ça. Je pense que c'est intéressant. Hop. Oui, donc Monsieur Grégoire a bel et bien été collaborateur du député Monsieur Gallec à l'Assemblée nationale française. Rien à voir avec donc le Parlement européen, mais si vous voulez, Monsieur Grégoire accuse aussi, tout comme en fait, comment elle s'appelle déjà, Corinne Lepage, le détournement de fonds européens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs volets dans ce scandale du modem, et voilà, il y a plusieurs volets. Il y a un volet européen, mais il y a un volet Assemblée nationale. Voilà ce que je voulais dire. Et là, il dénonce plus particulièrement le volet Assemblée nationale. Je vais basculer sur... Donc, le 3 mai, Nicolas Grégoire a publié la chose suivante, qui s'intitule « Pas avant le deuxième tour ». En dénonçant François Bayrou, je voulais changer la politique. Censuré, espionné, cambriolé, j'ai découvert que je ne pouvais pas gagner. Donc il va témoigner directement par lui-même sur une plateforme bloguesque, on va dire. Alors là, vous voyez François Hollande en train de regarder les résultats. Premier tour, j'imagine, ou sondage, je ne sais pas trop, 23-23, Le Pen Macron. Avec intitulé « Tout se passe comme prévu ». Voilà. Le 2 avril, dit Nicolas Grégoire, j'ai écrit dans une tribune mon parcours dans les bas-fonds de la politique. C'est-à-dire que c'était une tribune publiée avant le premier tour de l'élection présidentielle, qui devait avoir lieu le 22 ou 23 avril, quelque chose comme ça. Le 2 avril, j'ai décrit dans une tribune mon parcours dans les bas-fonds de la politique, emploi fictif, extorsion, agression sexuelle, tout y était, version François Bayrou. Hein, parce que bon, hein, on lave le linge sale en famille, parce que Nicolas Grégoire était quand même quelqu'un avec des idées sans doute proches du mouvement centriste. Plus de 70 000 lecteurs plus tard, j'ai découvert les dessous d'une élection où tout s'accordait jusqu'au sommet de l'État pour protéger Emmanuel Macron. Chronique d'un échec annoncé et d'une France qui n'est pas la nôtre. Bon, voilà. Maintenant ou jamais. Bonjour, je m'appelle Nicolas Grégoire. J'ai eu 2 emplois fictifs à l'UDF pour François Bayrou, et aujourd'hui, je balance. C'était le bon moment. Un mois avant le premier tour, dans une élection qui s'annonçait serrée, avec un bon texte, des preuves et une campagne sur les réseaux sociaux, tout le monde m'entendrait. Les médias, d'abord réticents, finiraient par relayer, et François Hollande, soucieux de sa réputation et peu enclin à protéger ennemis et traîtres, resterait neutre. En lisant mon brouillon, mes amis découvrent un Nicolas inconnu, un peu inquiétant. Tout est vrai, sauf le rez-de-chaussée. Je préfère qu'on ne sache pas à quel étage j'habite. Après quelques jours de relecture, ma souris reste comme suspendue au-dessus de « Publier ». Le temps ralentit, avec l'angoisse des grandes décisions, mon doigt s'écrase sur le bouton. 15 minutes de célébrité. Si vous devez lire une chose aujourd'hui, lisez ça vraiment, dit quelqu'un sur Twitter.
D'abord partagé par 3 personnes, mon témoignage intitulé fictif au pluriel se propage sur les réseaux sociaux, de programmeur en programmeur, puis un journaliste informatique, puis France Culture, puis Cécile Duflot, puis tout le monde. Pendant 2 jours, je regarde fasciné mon histoire sillonner la France et faire le tour des rédactions, des grands médias et grands journaux. Très vite, les demandes d'interview arrivent. En choisissant mes mots, je leur dis la même chose. Oui, la politique, c'est vraiment ça. Les avantages, les passe-droits, la vie en première classe. Oui, les emplois fictifs sont répandus. Dans tous les partis. Ah bon, François Bayrou ne me connaît pas. Pourtant, quand il y avait une coquille dans le journal du parti, il savait bien où me trouver. J'insiste sur l'urgence de changer la vie politique avant que, demain ou après-demain, Marine Le Pen gagne l'Élysée. François Bayrou a l'amnésie pratique. Je ne crois pas qu'il aura l'honneur d'admettre, oui, il faut moraliser la vie politique, mais Bayrou ne peut en être ni la caution ni l'instrument. Entre-temps, François Bayrou est devenu ministre de la Justice. Le jour de la parution de Fictif au pluriel, je reçois un email d'un journaliste de Marianne. Citation. Compte tenu de sa qualité, seriez-vous intéressé pour une éventuelle reprise sur le site de Marianne? J'accepte. 2 jours plus tard, je relance. Aucune réponse. Le lendemain, Marianne publie 2 pages d'interview exclusives de François Bayrou. Mediapart, qui n'avait pas voulu de mon papier, le publie maintenant sans mon autorisation, en signant la rédaction de Mediapart. Mes mails de protestation et de demande d'accès abonné n'ont pas de réponse. Capture de l'écran Mediapart, fictif, au pluriel, 2 ans à l'UDF payé par la République. Voilà, sans plus. Très vite, la qualité de mes conversations téléphoniques avec les journalistes est particulièrement mauvaise. Après 2 ou 3 minutes, les voix se hachent, deviennent métalliques. Vous voyez, j'habite dans une zone où ça capte plutôt mal, dit le journaliste au téléphone. Ça va, mais je capte tout juste. Et là, clairement, quand j'appelle certaines personnes de la bande passante, s'échappe quelque part. Je contacte le Canard enchaîné, dont je connais le rédacteur en chef, Eric Mtaz. Le voici. Le Canard vous remercie d'avoir pensé à lui, me répond la secrétaire de rédaction. Votre message est transmis à Eric Mtaz. Soulagé, je réponds, vous vous réveillez enfin, c'est bien. Je commençais à me demander si vous protégiez François Bayrou. Le Canard ne publiera rien et enchaînera les révélations sur Fillon et Le Pen. Les interviews s'enchaînent, on m'enregistre, on prend note. J'avertis, attention, il va y avoir des pressions. Et toujours la même réponse, ah, mais François Bayrou et ses amis ne font pas la loi chez nous. Et pourtant, le sujet ne sort pas. 6 avril 2017, pour répondre aux demandes des médias et faire taire les mauvaises langues, je publie toutes mes preuves sur Twitter et mets les originaux en lieu sûr. Corinne Lepage, qui avait avant moi dénoncé les emplois fictifs chez François Bayrou, retweet immédiatement. 2 minutes plus tard, elle se rétracte. Balèze. 22h, 6 avril toujours. Dans un appartement éteint et silencieux, je lis à côté de ma fille qui dort à poing fermé. Mon chien bondit en direction de la porte d'entrée en poussant des hurlements. Exactement comme il y a 8 ans quand on essayait de me cambrioler. Je me lève. Qu'est-ce qui se passe, mon chien? J'entends quelqu'un dévaler l'escalier à toute allure. Je reste là une bonne minute. Le doute s'installe. Dans quoi me suis-je foutu? Ça sort. C'est lui, Grégoire, qui vous a donné ça? Il est gonflé, le mec. Citation de Jean-Jacques Yest devant mon contrat de travail. Quand les autres rédactions, donc quand il parle du contrat de travail, c'était du contrat de travail donc de ce fameux Nicolas Grégoire à l'UDF. Hein. Voilà, donc la citation de Jean-Jacques Yest, c'est lui, Grégoire, qui vous a donné ça? Il est gonflé, le mec.
parce que le fait de donner un contrat de travail et les preuves qui impliquent et qui montrent les problèmes un peu d'emploi fictif à différents endroits, et qu'on a des sources, on trouve ça gonflé, voilà. Quand les autres rédactions bloquent le sujet, Hervé Chambonnière, grand reporter au quotidien régional breton Le Télégramme, mène son enquête. Alors je sais pas si le Télégramme c'est breton, je crois que c'est breton. J'en suis pas certain. Quand les autres rédactions bloquent le sujet, Hervé Chambonnière, grand reporter au quotidien régional Le Télégramme, mène son enquête. Avec sérieux, courant après le scoop, il analyse mes preuves, appelle mon ancienne secrétaire de rédaction, qui lui confirme que je travaillais bien au parti UDF de François Bayrou. Il rend ensuite visite à Jean-Jacques Ayest, je sais pas comment on dit, et Ambroise Guélec, mes financiers. Donc Ambroise Guélec qui devait être, je veux pas dire de bêtises, c'était peut-être lui, non, c'était peut-être lui qui devait être le député, là, le député ou sénateur. Donc Jean-Jacques Hyest et Ambroise Guélec, mes financiers, qui nient me connaître et m'avoir embauché. Après 1988, impossible, lui jure Hyest, avant de retrouver la mémoire devant un CDI signé de sa main. 4 jours après mes révélations, le Télégramme sort en exclusivité un article d'une page. Et voilà, ça sort. Bravo au Télégramme et à Hervé Chambonnière. Donc ça c'est tweet de Nicolas Grégoire. Donc l'article du Télégramme, emploi fictif, un ancien assistant parlementaire, nanana. Les révélations sur les emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires, François Fillon, Bruno Leroux, les promesses d'exemplarité de tout ce qui est République en marche et compagnie, bon voilà. Bayrou se réfugie derrière son entourage qui crie à l'élucubration. J'exulte. J'ai dû m'auto-publier, me dénoncer. Mais la vérité maintenant règne. Et Sylvain Maillard, porte-parole d'En Marche, me suit sur Twitter. Incroyable. Le Télégramme en poche, j'appelle l'AFP, on prend mon message. À 20h, un SMS. Bonjour, je suis journaliste AFP au bureau de Rennes. Pouvons-nous nous rencontrer ? Tout sourire, mon ex-femme me dit « Tu avais raison, il suffisait qu'un seul journal sorte l'information pour que le reste suive. » L'ancien du Figaro, naguère si pessimiste, me félicite. Et pourtant, les beaux jours sont terminés. Je vais découvrir les rouages d'une machine à influencer le résultat de l'élection présidentielle. Une alliance d'intérêts dont je n'aurais jamais deviné l'existence ou l'ampleur. Donc alors là, tout simplement, vous avez le journal Le Télégramme qui sort les informations, et on pense que ça va suivre un peu partout, parce que ça ne sortait nulle part. Il suffit que le Télégramme sorte l'information pour que ça commence réellement à vouloir bouger ailleurs. Mais vous allez voir qu'en fait, le soufflet va retomber. Pression, surveillance et petite lâcheté. Alors ça, c'est un journaliste de RMC. Mon rédacteur en chef ne veut pas le passer, je comprends pas. Je lui ai montré les preuves pourtant. Donc ça, c'est un témoignage. 10 avril, donc là, si vous voulez, les élections se rapprochent, les élections présidentielles 2007 se rapprochent, je rappelle que le premier tour c'est le 22 ou 23 avril, je ne sais pas, et que la finale donc du second tour c'était le 7 mai. Donc 10 avril. 3 journalistes d'Europe 1 me contactent en 5 minutes. À Paris, un homme à la voix de chroniqueur m'enregistre dans la cabine. Mettez vos ceintures, le tourbillon médiatique va commencer, dis-je à mes proches. On me dit que ça va passer au journal de 18h, ou à la matinale, et le lendemain, sur Europe 1, j'entends « Sinon, en politique, aujourd'hui, pas grand-chose, on tourne en rond. » Je contacte le journaliste. « On va le passer, votre témoignage, me dit-il, mais il y a eu beaucoup d'actu en ce moment. » Agacé, je prolonge par texto. « Bayrou, c'est au moins 12 ans de permanent du siège payé avec des contrats parlementaires. » Vous avez mon témoignage en 97 et celui de Lepage en 2009. C'est un système couvert par tout le monde, amnistié cette année par un gouvernement de gauche, celui de François Hollande. On n'est pas dans l'anecdote, c'est un scandale énorme. Faites votre enquête. Une semaine après, je relance à nouveau. On me répond « Ce sujet est en attente ». Effectivement, au mois d'avril 2017, en pleine présidentielle, la transparence. Il faut bien dire que François Bayrou soutient Emmanuel Macron. 11 avril, après un détour obligatoire sur une messagerie cryptée, je vois la journaliste de l'AFP au café du coin. Nous parlons longuement. Elle semble très intéressée. Le lendemain, France Info m'invite à la matinale.
À la suite de votre annonce sur l'emploi fictif en tant qu'attaché parlementaire, seriez-vous disponible pour qu'on en discute pour une éventuelle interview en studio demain matin à 7h40 ? Évidemment, j'accepte. Quelques heures plus tard, la chargée de production me dit non, c'est trop compliqué pour demain. Et comme on a déjà fait un sujet dessus, ma rédaction en chef préfère attendre. Je suis désolé. Je ne trouve aucune trace du sujet. Je demande qu'on me donne le nom du journaliste qui a couvert. Évidemment, pas de réponse. Le même jour, le responsable des investigations du Nouvel Observateur me dit « Je vais prendre vos coordonnées, un journaliste va vous rappeler ». Bon, le Nouvel Obs, tant mieux, hein. Personne ne rappelle, évidemment, et pourtant l'Obs couvre avec assiduité les affaires Fillon et Le Pen. Ah, comme ils sont courageux, hein. Comme ils sont courageux, la bonne tambouille, les bonnes subventions et toutes ces choses-là. Là, c'est moi qui rajoute ça. Après un début fracassant, je me sens cerné par un mur de silence. Au téléphone, l'ancien du Figaro est furieux. C'est très grave. On parle d'une élection présidentielle, bien sûr que quand ton rédac-chef te refuse un sujet comme ça, tu as envie de ne rien dire pour ne pas perdre ta place. Mais journaliste, c'est pas n'importe quel métier, on a des responsabilités, il faut s'insurger. Tweet de Nicolas Grégoire, tu verras, il suffira qu'un le sorte et ça va exploser. Plus de 7 jours, silence total des médias, détournement de fonds publics, preuves et tout ça. Alors voilà, Nicolas Grégoire qui retweet à nouveau, Libération, Le Figaro, Le Monde, La Croix, TF1, France 2, BFM, RMC, Europe 1, envoyé spécial. Vous êtes où les mecs ? L'enthousiasme fait place à l'impatience, puis à l'indignation. J'interpelle journalistes et rédactions sur Twitter. Et ça, pourquoi vous n'en parlez pas ? Hein ? C'est l'effet Asselineau, hein. Je contacte les quotidiens. Ils connaissent mon papier, que de nombreux journalistes ont relayé sur les médias sociaux. J'envoie des mails à des adresses souvent bien cachées, en y mettant des pisteurs très sophistiqués. Hein. Quand on parle de pisteurs, c'est des petits programmes informatiques avec des balises. Pour savoir si le courrier a été ouvert et lu. Certains ne les détectent pas. Voilà, à Libération, l'Express, on ouvre mon mail, on clique sur ma tribune, je les vois faire en direct. Et il ne se passe rien. D'abord réservé, Hervé Chambonnière finit par partager mon incrédulité. C'est fou, personne. Ce qui n'était qu'une possibilité devient pour moi une évidence. On protège François Bayrou. Mais surtout, via lui, en fait, on protège Emmanuel Macron, parce que François Bayrou a rallié la campagne d'Emmanuel Macron. Et ce fameux François Bayrou de taper sur Marine Le Pen et sur François Fillon en dénonçant bien évidemment les puissances d'argent, ce qui est très cocasse quand on connaît les puissances à l'œuvre derrière Emmanuel Macron et quand on connaît les réseaux des différents secrétaires d'État et des différents ministères hollandiens qui soutiennent Macron. On rigole bien. La bonne société parisienne a choisi son candidat. T'as vu, ça sort nulle part. Attends, tu viens avec des preuves, et tu n'as aucun rédac-chef qui sort le truc. Parce qu'ils ont tous peur d'être punis. Je vais te dire, notre profession, elle est morte. Silence et barbouzerie. Le message est très clair. Tu ne sortiras rien le week-end du premier tour. C'est déjà serré. Tu vas pas faire chier. 18 avril, c'est-à-dire peu de jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. 18 avril, je formate mon téléphone et mets à jour sa sécurité. Les problèmes de batterie et de qualité sonore disparaissent. Étonnant. Le 20 avril, sur l'écran de mon ordinateur, une alerte de l'antivirus. Votre protection est désactivée. Impossible de reprendre la main sur le système. Au bout de 3 minutes, tout revient à la normale. Bon. 21 avril, j'ai écrit à un journaliste de Libération. Je viens avec des preuves d'un système de financement illégal d'un parti, fiche de paye, contrat de travail, preuve que je bossais à l'UDEF, hein, au lieu de travailler à l'Assemblée nationale comme mon contrat tout simplement d'assistant parlementaire le fait. Je ne travaillais effectivement comme assistant parlementaire que 3 heures par semaine. Le reste du temps, je le passais au siège de l'UDF, ce qui n'est absolument pas normal. Et en parallèle, Corinne Lepage dénonçait des emplois fictifs avec des détournements de fonds européens, hein, des assistants parlementaires européens.
Donc problème d'assistants parlementaires européens et d'assistants parlementaires nationaux également. Et tout ça ne sort pas. Tous les jours, on sort des trucs. Et c'est bien, moi je suis pour la transparence. Tous les jours, donc on sort des trucs sur Fillon et Le Pen. Parfait. Mais sur Bayrou, pourquoi est-ce qu'on fait pas la même transparence, hein? Pourtant j'étais encarté chez Bayrou, hein, a priori. Et Bayrou, allié de Macron, rien. C'est quand même plus que bizarre, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, pourquoi Libé ou aucun quotidien national ne couvre? J'aimerais qu'on m'explique en quoi les emplois fictifs chez Bayrou ce n'est pas de la news. Et j'ajoute écœuré, puisque c'est ainsi, je vais sortir un deuxième papier sur les trucs hallucinants qui se passent de mon côté. En tout cas, je n'épargnerai personne, hein. On tire dans toutes les directions 360. J'appelle ensuite une amie, journaliste en Suède. En lui racontant ma semaine, j'ai l'impression d'évoluer dans une réalité parallèle, où l'information est sous contrôle, où l'on espionne les lanceurs d'alerte. Bon, allez, je te laisse, dis-je. Il faut que j'aille à la piscine avec ma fille. À bientôt. 2 heures plus tard, je m'installe à mon bureau. Allume mon ordinateur. Rien. Des pans entiers de mon disque dur ont été effacés. Je pense à un piratage. Puis, je me souviens avoir éteint ma machine. Il fallait donc y accéder physiquement. On s'est introduit chez moi. Un vertige me prend. La voix tremblante, j'appelle l'ancien du Figaro. Et je lui dis, on m'a effacé mon disque dur. Le type me répond, tu sais qui fait ça? Je réponds, les services, point d'interrogation. Le mec du Figaro, bah oui, c'est illégal. Quelqu'un risque sa carrière, mais ils le font surtout pour te déstabiliser. Ne t'inquiète pas, dans 15 jours ce sera fini. Comment les services auraient-ils pu aller si loin sans l'aval de l'Élysée? Ça c'est moi qui pose la question, hein, moi Nicolas Nagoire. En tout cas, mission accomplie. Alors que chaque jour sort une révélation sur Fillon ou le Front National, le clan Macron a l'air blanc comme neige. Sur les plateaux télé, François Bayrou donne des leçons d'honnêteté, et personne ne lui pose la question qui dérange. Incroyable. 24 avril, c'est-à-dire que, bon, a priori la présidentielle, le premier tour est passé, Mediapart sort un article. La revanche de François Bayrou. Bien évidemment, ces détournements de fonds n'y sont pas mentionnés, alors que Mediapart dispose des preuves que je lui ai fournies. Sur Twitter, encore une fois, je m'immisce. Et les emplois fictifs de François Bayrou, vous ne couvrez pas? Silence. Cette nuit-là, je rêve que je rentre chez moi, que quelqu'un m'attend dans mon entrée ganté de cuir pour m'étrangler. On va te traiter de parano, de conspirationniste. Je m'en doute, mais je ne me suis pas cambriolé moi-même non plus. L'agence prend son temps. Je vous prie d'arrêter d'être désobligeant, dit la journaliste de l'AFP. En plein blackout médiatique, je m'accroche à l'AFP et encore une fois j'attends. Le 18, alors ça c'est bon, je pense que c'était avant l'élection, le 18 avril, je pense. Le 18 avril, une semaine après l'interview, la journaliste me dit ne pas avoir contacté tous les protagonistes. Ça devrait sortir mardi matin. Le 21 avril, jour de mon cambriolage, donc c'est-à-dire a priori 2 jours avant l'élection, le premier tour, le 21 avril, jour de mon cambriolage, et vendredi donc d'avant le premier tour, nouveau texto, avez-vous le contact de l'ancienne secrétaire de l'UDF? J'en suis sur le cul, excusez-moi. Elle n'a même pas fini son article, 10 jours pour faire une dépêche AFP. Mais je te la dicte tout de suite, moi. Hein, le titre. Un ancien assistant parlementaire accuse François Bayrou d'avoir favorisé un système d'emploi fictif. Ça tient en une colonne. L'AFP ajoute. Je ne connais pas la date de publication car nous attendons la réaction de monsieur Bayrou. Immédiatement je tape. C'est honteux. La fille me répond. Pardon? Bayrou refuse de réagir en espérant que ça ne sorte pas et vous rentrez dans son jeu. Mais c'est hallucinant quand même. Écoutez, ma collègue ne l'a pas encore contacté car elle croule sous le travail et je dois encore avoir monsieur Yest ou Ayest éviter certains commentaires. Bonne journée. Bah dis donc, hein. Les gens épousent pas le bouchon. Vous avez des preuves, des contrats de travail, dis-je. Le télégramme est sorti il y a 10 jours. Contrairement à vous, je dirai et j'écrirai ce que je voudrais. La journaliste me répond, vous n'allez pas me dicter ce que je dois faire ou écrire. Je vous prie d'arrêter d'être désobligeant. Et là, Nicolas Grégoire qui lui répond, ok, je ne vous dicte rien, vous n'avez pas besoin de moi. J'appelle monsieur Chambonnière. Je vais devoir sortir un deuxième papier, mais cette fois-ci, je vais m'attaquer aux médias. Il a un blanc. Ouais, c'est pas une bonne idée.
Iceberg droit devant. Tous les animaux sont égaux, mais il semble que cela ait été rajouté. Il y en a qui le sont plus que d'autres. George Orwell, La ferme des animaux. Le soir, je regarde le ballet des motards autour de la voiture d'Emmanuel Macron, suite en fait à la victoire, on va dire, du premier tour. Le dîner dans son Fouquet's à lui, à savoir le restaurant brasserie La Rotonde. Au diable les apparences, hein. Effectivement, premier tour, soir du premier tour, c'est comme s'il avait gagné la présidentielle. Hein, le système. Hein. Le mercredi d'après le premier tour, l'AFP me demande encore des précisions. 15 jours! La dépêche n'est pas encore prête. Hein, la dépêche est faite pour être faite rapidement. Hein, l'AFP c'est fait pour retranscrire rapidement les informations. Donc au bout de 15 jours, la dépêche n'est pas encore prête. Je n'ai jamais vu une attitude pareille. Même François Bayrou, que je viens d'avoir au téléphone, n'a pas été aussi agressif, me glisse Miss AFP Bretagne. Et m'écrit ensuite, l'unique raison pour laquelle je n'ai pas rédigé le papier, c'est tout simplement que je n'ai pas eu le temps. Je vous aurais dit si mes chefs bloquaient le papier. Tout va bien alors. Mais cela n'a plus d'importance. De toute façon, écris-je en conclusion, il fallait que ça sorte avant le premier tour pour que Acculé, Bayrou et surtout son allié Macron fassent des promesses fortes. Maintenant que Macron est assuré d'avoir la présidence, tout cela ne sert plus à grand chose. J'ai perdu mon pari. La dépêche devrait sortir quelques jours avant l'élection. Devrait. Hier, sûrement confiant d'avoir Matignon, François Bayrou tremble. Pantomime, l'indignation. Il est sale, il le sait, et pourtant il s'absout. Comme je l'ai entendu dire en bureau politique, on me dit, tu ne ramènes pas autant que Léotard. C'est vrai, et j'en suis fier. Et quand il revenait d'Afrique, rigole un élu, il avait les mains vides. Parce que c'était le hideux qui portait les valises. Hein. En politique, on a une drôle de vision de la morale, qui s'élastifie encore pour les élections. Macron trahit Hollande, Valls trahit Hamon, les Républicains trahissent Juppé pour Fillon, puis Fillon pour Juppé. Et retourne vers Fillon, Nicolas Dupont-Aignan trahit la République pour Marine Le Pen, et l'Élysée trahit la liberté d'expression. Comme disait déjà Cicéron en s'adressant au Sénat, vous êtes des putes. Cette réalité, les grands médias la connaissent bien. Mais vous comprenez, le peuple est trop simplet. Il faut lui tenir la main, des grands médias contrôlés par une poignée de milliardaires et des journalistes politiques emplis d'eux-mêmes, inféodés, accros aux confidences de cocktail, à leur place dans le Falcon présidentiel, des journalistes méprisés par les politiques qui jouissent à les manipuler. Voilà, donc les journalistes manipulés par les politiques. Il est loin le temps où Maurice Maréchal, le directeur du Canard enchaîné, virait son journaliste pour avoir eu la Légion d'honneur, et qui lui disait il ne fallait pas la mériter. Ces copinages, cette soumission aux clics de la grande presse et surtout cette confusion entre informés et occultés font le lit des extrémismes. Voilà. Pendant ce temps, dans l'Aisne, un homme vole une pièce de 20 centimes et écope d'un mois ferme. À Bordeaux, un autre homme sans ressources prend 15 jours pour un paquet de saucisses, des gâteaux et une brosse à dents. Et ma voisine fait des ménages au noir pour compléter sa retraite. Avec 42 ans de cotisation et une prothèse de genou, noyé dans les veines promesses, une France s'écroule. Le Front National a 8 millions de votants. Le 7 mai, ils seront peut-être le double. Dans 5 ou 10 ans, ils fêteront leur victoire, peut-être en 2022. C'est le début de la fin pour une 5e République usée, presque impotente. Les hommes politiques doivent être tenus en laisse. Il faut réformer la rémunération des parlementaires, qu'ils arrêtent de l'utiliser pour s'acheter légalement des villas sur la Côte d'Azur. Il faut punir sévèrement toute corruption, tout favoritisme, par une peine de prison ferme et par l'inéligibilité à vie. Il faut une vraie transparence, que pour tout, les politiques rendent des comptes. Il faut une nouvelle république avec comme modèle la Suisse, et déjà il y aurait à dire. Et surtout, il faut sortir cette race de seigneurs de ces palais, ces banquets, ces voitures à cocarde, ces gardes armés, ces jets privés, ces centres-villes privatisés, ces politiques, qui ne représentent bien évidemment qu'eux-mêmes. La France appartient à ses habitants et non pas à ses hommes politiques et à ses financiers. Épilogue, c'est quand même sympa de la part de l'AFP de ne pas vouloir perturber l'élection avec de vieilles affaires, hein, comme pour Fillon. Bon, 3 mai, histoire de laisser une dernière chance, j'écris encore à l'AFP avant le second tour. Bonjour, vous êtes vraiment sûr que vos chefs ne bloquent pas le sujet ? Point d'interrogation. Réponse, pour être honnête, je ne sais pas.
dès que j'en sais plus, je vous dis. Ça peut effectivement paraître après le second tour. Je ne suis plus décisionnaire depuis que je l'ai rédigé, donc ça veut dire que c'est rédigé. Dépité, je pars au bistrot du coin et m'épanche auprès de la tenancière du bistrot en lui disant « Les médias décident pour qui on doit voter ». La tenancière hausse les épaules en essuyant un verre. « Ça, c'est pas nouveau. » Je touille mon café chantilly. « Oui, mais il faut pas que Bayrou ait Matignon, sinon je suis dans la merde. Hein. » Ça, c'est Nicolas Grégoire qui le dit. Elle s'empare d'un plat de pommes de terre et dit « Bayrou, Premier ministre, quelle drôle d'idée. Il ne passera pas. » Macron, c'est Le Pen qui va passer. Bon, l'avenir nous dira qu'effectivement c'est Macron qui a passé. Bien. Qui est passé. J'arrête de touiller. Ah bon? Elle nappe les pommes de terre d'huile. De toute façon, on l'aura à un moment ou à un autre, que ce soit maintenant ou en 2022. Autant l'avoir maintenant. Voilà. Fin de l'article. Nicolas Grégoire, rédacteur omnivore, petit politique repenti, citoyen. Il paraît que je suis gonflé. Voilà. Bon, sinon lire mon article. Fictif, 2 ans à l'UDF payé par la République. Voilà. Bon alors c'était la fin de cette lecture, c'était Cric, qui lisait donc des articles de Nicolas Grégoire, articles d'Atlantico, articles du Point. Renseignez-vous, vous verrez aussi qu'il y a l'affaire Richard Ferrand. Et que tous ces gens qui vous parlent d'opération main propre sont les premiers à avoir mis la main dans le pot de confiture, si vous voulez, c'est d'autant plus dégueulasse. Que les gens aient les mains sales, c'est une chose, mais que les gens en fait se drapent dans leur dignité et qu'en plus ils accusent les autres, c'est d'autant plus fandard. Et c'est d'autant plus gênant quand un homme comme François Bayrou devient ministre de la Justice. Voilà, donc la séparation des pouvoirs, ça c'est moi, Cric Narval, qui vous le dit, n'existe pas, bien évidemment. Hein, la séparation des pouvoirs n'existe pas. Tant du pouvoir médiatique que du pouvoir judiciaire, que du pouvoir exécutif, que du pouvoir législatif. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de mettre un pouce bleu dessous, de vous abonner si cela vous dit, de laisser des commentaires si vous trouvez ça pertinent de laisser des commentaires. Je vous dis bonne journée et à très bientôt. Bien à vous. Bonne journée.